Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier. Mon nom est Pierre Stiénon et pour cet atelier, je représente un investisseur institutionnel, AXA IM, filiale de gestion de l'assureur bien connu. Et c'est donc un plaisir pour moi d'animer ce débat autour du reporting social. La plupart des entreprises ont coutume de dire que leur actif social est l'actif numéro 1. En tout cas, nous croyons que c'est vrai en tant qu'investisseurs et c'est quelque chose que nous regardons très attentivement. On pense en effet que ce qui peut être bien mesuré peut être bien géré. En France, on a fait beaucoup de progrès dans le reporting social grâce à la loi NRE qui a déjà quelques années, qui est incontestablement une bonne base. Et cette importance de la performance sociale pour nous, investisseurs, elle est valable pour les petites et les grandes entreprises, pour les entreprises cycliques ou non cycliques, pour les entreprises en croissance ou en décroissance, à tout moment. Dès lors, la bonne gestion du capital social devient source de compétitivité. Et ça devient un avantage ou un désavantage compétitif. Alors, nous, qu'est-ce que nous regardons spécifiquement? On va en parler, ce sont les indicateurs. Ce sont des indicateurs extra-financiers. Bien sûr, comme investisseur, on regarde d'abord le financier, mais l'extra-financier, dont le social, complète très bien le financier. Alors, les trois grandes catégories d'indicateurs que nous regardons tournent autour de l'adhésion des employés à l'entreprise et l'adhésion des futurs employés, c'est-à-dire des nouvelles recrues à l'entreprise. Les indicateurs, là, c'est tous les sondages d'opinion du personnel, la rotation, l'absentéisme, ces choses-là. La capacité de l'entreprise à être innovante, c'est tout ce qui est recherche et développement, formation, et la capacité de l'entreprise à promouvoir en interne et à développer les carrières, à bien planifier toute cette fonction RH. Voilà les grands thèmes que nous regardons, et on regarde évidemment les indicateurs qui sont sous-jacents. Pourquoi est-ce qu'on regarde cela? Parce que la performance financière, elle est, si je puis dire, instantanée, et beaucoup de gens la regardent. La performance extra-financière, elle est plus subtile. Nous la voyons comme un indicateur avancé de la performance de l'entreprise et dès lors quelque part comme reflétant la qualité du management. Pour un investisseur, la qualité du management, c'est quand même un critère fondamental. Donc ces indicateurs ne remplacent pas la finance, ils la complètent très utilement. Nous sommes tellement convaincus que c'est pertinent que nous avons fait certaines observations et nous avons mesuré par exemple la performance boursière de sociétés qui ont une bonne performance sociale et extra-financière par rapport à leurs comparables qui sont moins bons ou beaucoup moins bons. Eh bien, on voit que les bons surperforment significativement les moins bons de l'ordre de 500 points de base par an. Pour un investisseur, c'est beaucoup. Nous avons aussi un fonds qui s'appelle le fonds Human Capital, capital humain. Son nom dit bien ce qu'il veut dire, il est assez original. Il investit dans des sociétés européennes, petites et moyennes, qui ont par définition, un bon capital humain selon nos critères. Donc nous sommes assez cohérents. Notre conviction se traduit dans notre stratégie d'investissement. Voilà, ça c'est le contexte. Je vais maintenant présenter le panel qui va nous dire ce qu'il fait, ses réalisations, ses ambitions. Nous avons trois sociétés bien connues qui sont assez complémentaires et qui s'appellent L'Oréal, Renault et Suez Environnement, qui sont à la fois cotées et qui ont une taille tout à fait significative. Alors, je vais présenter rapidement les intervenants. Pour L'Oréal, qui commencera à parler, nous avons Alexandra Palt, ici à ma droite, qui s'occupe de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe, avec à sa droite M. Bertrand de Senneville, responsable des relations sociales. L'Oréal, comme chacun sait, est une entreprise en croissance qui est confrontée avec la globalité, la globalisation et notamment ce fameux consommateur global. On verra donc l'articulation du concept de performance sociale et de reporting social entre, disons, le conceptuel et le très pratique. Ensuite, nous aurons Renault qui va nous parler de ses propres réalisations avec Sergio Cos à la droite, qui est responsable de la stratégie et du plan, ainsi que M. Tristan Lormeau, qui est responsable des ressources et des compétences. Renault, c'est manifestement un autre type de société industrielle confrontée à la surcapacité en Europe et les exigences d'adaptation. Enfin, pour conclure, à la droite de la table, Suez Environnement avec Madame Laurence Malcorpi, qui est responsable de la diversité et du développement social, ainsi que Philippe Maillard, qui est responsable d'une filiale lyonnaise des eaux.
Suez Environnement est encore un autre type de société, plus orientée vers les services et qui est confrontée à l'émergence de nouveaux métiers. Nous verrons là l'articulation entre la maison mère et sa filiale. Je passe tout de suite la parole à Alexandra. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup. Moi, je vais un peu revenir à l'origine de la thématique. Quand on m'a proposé d'intervenir, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué parce que j'ai un grand spécialiste du reporting social, mon collègue à côté, donc qu'est-ce que je vais dire? Et donc, je me suis dit, je vais quand même un peu parler du sens et de la vision que tout ça doit faire au sein d'une entreprise. Je suis un jeune directeur développement durable. Ça fait 1 an et demi que j'occupe ce poste chez L'Oréal. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est que si je faisais tout le reporting responsabilité sociétale, environnementale, sociale comme il fallait, pourrais donc faire l'intégralité de mon poste consacré à cette tâche. Mais ce n'est pas tout à fait l'idée, je pense, de reporting. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'autant qu'entreprise, qu'on replace le reporting social, environnemental, mais aussi sociétal, dans un contexte, dans une vision et une stratégie. Et malheureusement, j'ai l'impression que trop souvent, on ne le fait pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression, aujourd'hui, on le voit encore, on est à une étape critique. Les questions de performance sociale, mais aussi les questions de responsabilité environnementale et sociétale doivent vraiment amener à transformer le business model, à transformer tout le métier de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas une chose simple. On va lire sur beaucoup de communication que tout le monde est en train de faire ça, mais en réalité, c'est quand même quelque chose qui demande de vrais trade-offs, en plus en période de crise, où on n'est pas tous prêts et possible de le faire. Et donc, quelquefois, la stratégie développement durable RSE s'est transformée plus en une stratégie de réponse aux indicateurs proposés et aux référentiels et questionnaires qui nous sont proposés. Donc moi, je pense que pour transformer le business model et tous nos métiers et activités comme on devrait le faire, il y a 2 éléments qui sont vraiment nécessaires. Et ces 2 éléments, malheureusement, font encore trop souvent défaut. C'est-à-dire, d'une part, une vraie vision de vers là où on veut amener la société, les entreprises, etc. Donc c'est vrai en matière de performance sociale, mais c'est aussi vrai sur les questions environnementales et sociétales. Et cette vision aussi avec une volonté, c'est-à-dire une volonté de courage, une volonté d'accepter certains trade-offs, une volonté de dire à long terme c'est profitable, mais peut-être pas tout de suite. Et ces 2 éléments, vision et volonté, on le voit, je pense, sur une multitude de sujets, font souvent défaut aujourd'hui. Donc, le reporting, tout ça pour dire que le reporting doit absolument refléter une vraie vision et ne pas être un substitut à cette vision en se disant on va rentrer par la petite porte pour ensuite faire avancer. Ça peut aider pour faire avancer, mais on a aussi besoin de la vision et de la stratégie. Je pense qu'il y a aujourd'hui un peu ce que nous aide chez L'Oréal un peu d'être à contre-courant et sur certaines thématiques assez performants, c'est que L'Oréal a toujours placé l'humain au centre de l'entreprise, c'est-à-dire avec une vision RH assez particulière. Cette vision RH qui veut que c'est l'individu qui fait son poste de travail, c'est les talents de l'individu qui vont déterminer son parcours dans l'entreprise. Et cela a donc une vision assez concentrée autour du talent, l'individu, et combinée avec une vision d'un point de vue collectif qui est assez humaniste. Je pense que ça a vraiment profondément marqué notre politique RH et je pense que Bertrand va rebondir et concrétiser sur la dimension collective. Oui, merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais corriger une petite imprécision de la part d'Alexandra. Je ne suis pas un vieil expert des relations sociales car je n'occupe ce poste que depuis 2008. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'auparavant, j'ai été pendant toute ma carrière dans l'administration et les finances
Et Dieu sait si dans l'administration et les finances, le reporting est intéressant. Donc il y a peut-être là une vision, je dirais, anticipatrice de la direction générale de L'Oréal qui a su sans doute, je dirais, prendre le quart d'heure d'avance qui est cher à notre maison. Donc je suis effectivement en charge des relations sociales. Et peut-être pour reprendre le mot d'Alexandra, c'est vrai qu'en ce qui concerne la performance sociale, d'abord effectivement, on a une conviction chez L'Oréal et même un ADN qui vient notamment du fondateur Eugène Schueller et puis qui a été perpétré par François Dalle et ses successeurs, c'est que l'homme est au centre. On a également, je dirais, on reviendra après sur les indicateurs, les KPIs de la performance sociale, mais d'abord une vision stratégique. Et il faut avoir une vision stratégique pour le business, pour ensuite après s'inscrire au niveau du social à l'intérieur. Notre vision stratégique aujourd'hui, le projet que porte Jean-Paul Agon et l'ensemble des collaborateurs du groupe, c'est conquérir 1 milliard de consommateurs supplémentaires. Et puis, pour servir ce projet stratégique, nous avons, je dirais, une politique de ressources humaines. Cette politique, elle s'appuie à la fois sur le talent individuel, bien sûr, mais également sur le collectif. Parce qu'il n'y a pas de réussite en capitalisant uniquement sur le talent individuel. Et sur le collectif, pour pouvoir justement être au service de cette stratégie, de cette ambition, on a formé un projet de performance sociale. Et ce projet, finalement, il s'adresse à l'ensemble, je dirais, des 65 pays du groupe, 73 000 collaborateurs. Et il a pour ambition, finalement, d'adresser 4 grands thèmes. Un thème qui est ce qu'on appelle chez nous Protect, c'est-à-dire la prévoyance. Un thème sur la partie santé care. Un thème sur la parentalité et plus spécialement aussi sur la maternité, parce que vous savez, si vous ne le savez pas, il y a environ 65% de femmes au sein de L'Oréal dans le monde, donc qu'on a appelé Enjoy. Et puis enfin, un thème sur le bien-être au travail qu'on a appelé Feel Good. Donc pour chacun de ces grands thèmes, on a souhaité finalement définir un socle commun qui serait garanti, je dirais, aux 73 000 collaborateurs du groupe. Alors pourquoi cette idée de garantir? D'abord parce qu'on avait envie de capitaliser sur finalement un certain nombre de choses qui étaient faites dans les pays, mais sur lesquelles on n'avait pas jusqu'à présent eu les informations nécessaires pour pouvoir les adresser et les mesurer. Donc première étape, c'est définir un socle commun dans chacun de ces thèmes. Je vais prendre un exemple, le thème sur la prévoyance, sur Protect. Notre projet est d'assurer aux 73 000 collaborateurs 24 mois, je dirais, de capital en salaire en cas d'invalidité ou en cas d'incapacité. Et ça, quels que soient les collaborateurs du groupe. Et dans l'ensemble des 4 thèmes que j'ai cités, nous avons défini, je dirais, un socle commun qui s'appliquera à l'ensemble des collaborateurs du groupe. À l'inverse, on a également défini pour chaque pays également des critères qui peuvent aller bien au-delà de ce socle commun, mais qui sont adaptés en fonction de, je dirais, des habitudes de chaque pays, en fonction de son histoire, de sa maturité, en fonction de son origine historique. Ce qui fait que certains pays peuvent avoir, au-delà du socle commun qui sera, je dirais, le dénominateur commun de tout le groupe, avoir, je dirais, dans les domaines Protect, Care, Enjoy ou Feel Good, des niveaux nettement plus élevés. Je vais prendre, je dirais, un exemple. Il est clair que dans un pays comme la France, dans lequel L'Oréal est historiquement présent, il est clair que sur les 4 thèmes, nous avons aujourd'hui, pour l'ensemble des collaborateurs, des offres, je dirais, de performance sociale qui vont bien au-delà du socle commun que l'on a défini pour l'ensemble du groupe. Et pourquoi on fait ça? On le fait d'abord parce que, comme vous le savez, on veut, au service de cette stratégie, on veut attirer, on veut retenir et on veut fidéliser les 73 000 talents du groupe. Et on veut que chacun puisse se retrouver au centre, je dirais, de ce projet de performance sociale. Alors bien évidemment, une fois qu'on l'a défini, il faut le mesurer. D'ailleurs, je dirais, chacun sait que la mesure, c'est ce qui permet de faire progresser. Quel que soit le domaine auquel on s'adresse, qu'on soit un sportif, qu'on soit un financier, qu'on soit de les ressources humaines, on souhaite mesurer pour pouvoir progresser. Et donc la réponse, je dirais, à la question qui est posée, est-ce que les KPIs, est-ce que les indicateurs de performance sociale sont au service finalement de la stratégie? La réponse est oui, et on doit s'en doter, mais ils ne sont que la partie qui vient après avoir défini la stratégie et le projet en termes de performance sociale. Bien.
Passons à Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons annoncé il y a maintenant 2 ans un plan stratégique sur 6 ans avec une étape intermédiaire à fin d'année 2013, ce qui veut dire que nous sommes cette année en plein milieu d'un travail de définition des objectifs sur la période 2014-2016. Et notre objectif a été déjà en 2010, mais encore plus maintenant, de faire en sorte que les processus de planification stratégique et de définition de priorités stratégiques, ainsi que les processus de pilotage opérationnel et le processus de pilotage des ressources humaines de l'entreprise se rejoignent, alors qu'ils étaient traditionnellement beaucoup plus juxtaposés, qui s'échangeaient des informations, mais qui ne dialoguaient pas réellement. C'est dans ce cadre que nous avons défini avec les équipes de la direction des ressources humaines 3 points de contact. Le premier, au niveau même des objectifs stratégiques, un plan stratégique et, je dirais de façon traditionnelle, un plan qui définit les objectifs business, que ce soit en termes physiques ou en termes surtout financiers. Notre volonté a été vraiment de travailler avec les ressources humaines de façon à s'assurer que nous avons la capacité d'accomplir ces objectifs stratégiques en termes de ressources, mais également en termes de motivation ou en termes de talent, que ce soit par fonction ou par région, ce qui était d'autant plus nécessaire dans un environnement, en particulier pour le secteur automobile, de glissement important des marchés matures et en particulier du marché européen vers des marchés en dehors d'Europe. Ça a supposé, bien entendu, que nous soyons d'accord et que nous partagions une vision commune des environnements sociaux, des environnements économiques, mais surtout également de s'assurer que la motivation des collaborateurs, que ce soit dans les fonctions ou dans les régions, puisse accompagner le plan. De ce point de contact découlent naturellement les 2 autres. Le premier au niveau du budget. Le budget est, à nos yeux, une déclinaison simplement plus fine et plus opérationnelle du plan stratégique. Et dans ce sens, elle découle du travail d'échange et de boucle que nous avons fait entre direction des ressources humaines, contrôle de gestion et direction du plan, de façon à s'assurer de la pleine opérationnalité de ce que nous avions identifié comme objectif et comme moyens à la fois, je dirais, humains et sociaux. Enfin, pour mesurer la performance, nous avons encore une fois redéfini le même point de contact entre les mêmes acteurs pour travailler sur une redéfinition sur laquelle reviendra Tristan, des indicateurs clés de performance qui sont à la fois les indicateurs qui alimentent les tableaux de bord de l'entreprise, mais également qui servent de base à la rémunération des variables des collaborateurs, de façon à ce qu'il y ait une pleine cohérence, encore une fois, entre la motivation des collaborateurs et les objectifs de l'entreprise. Mais je vais laisser la parole à Tristan pour donner un peu plus de détails concrets sur la façon dont nous avons procédé. Merci Serge. En effet, ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était ce travail de coopération entre la fonction ressources humaines, la fonction plan, la fonction contrôle de gestion, qui était un des points quand on discutait avec Caroline et Nathalie, qui avaient attiré, je dirais, leur attention et qu'ils jugeaient intéressants. Alors, je vais reprendre les 3 points de contact évoqués par Sergio Cause. Le premier, c'est le plan stratégique. Donc, le plan stratégique, on a en effet une stratégie entre 2010 et 2016 avec une mise à jour en ce moment. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait, avant même cette mise à jour, une réflexion exploratoire sur la compétitivité du groupe et en particulier en Europe. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié une démarche qui a conduit au contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault. Gérard Leclerc, lors de la séance plénière, reviendra certainement sur ce point qui est très important pour l'entreprise. Plus récemment, nous avons revu les orientations ressources humaines pour les ajuster à la phase 2 de Drive the Change, qui est notre stratégie, avec en fait 3 priorités qui ont été à la fois construites et validées dans le cadre du plan
stratégiques de l'entreprise. La semaine dernière encore, nous avions un comité exécutif où ces priorités ont été discutées. La première, c'est le pilotage de la ressource, avec comme indicateur les frais de personnel. C'est une donnée qui est une donnée d'entrée pour les opérations, une donnée lourde en termes financiers, et c'est nous qui la pilotons. À ce titre, la fonction RH est fortement impliquée dans la gestion des grands équilibres du groupe. Les deux autres priorités vont plutôt souligner la contribution de la fonction ressources humaines à l'atteinte des objectifs du plan, soit à travers le développement des talents et de la diversité, qui est la deuxième priorité, ou l'engagement des collaborateurs, qui est la troisième priorité. Ce qui a été intéressant dans ce travail de préparation et de validation de ces priorités, c'est ce que nous avons fait avec les régions. Parce que toutes nos projections quantitatives, voire les axes qualitatifs, ont été construits avec les régions, qui sont chez nous l'élément clé pour le business, en conformité avec leur business plan, afin de valider, je dirais, le caractère réaliste de nos projections et que nous soyons sûrs de contribuer à la performance des opérations. Le deuxième point de contact, c'est le budget. Alors le budget, c'est la déclinaison, je dirais, annuelle des orientations du plan, en particulier la première année du plan, et ça se traduit concrètement pour ce qui est du pilotage de la ressource par la gestion des effectifs et des frais de personnel dans le cadre du budget. Et là, nous passons à une coopération entre la fonction ressources humaines et la fonction contrôle de gestion, qui est une autre fonction de l'entreprise, mais enfin qui est très proche du plan. Au niveau opérationnel, donc, nous sommes responsables des effectifs et des frais de personnel en tant que fonction RH, mais pour ce faire, nous utilisons le langage de la gestion, ses concepts, ses processus et ses systèmes d'information. Donc il y a une très grande proximité dans la mise en œuvre opérationnelle de nos orientations sur les effectifs et les frais de personnel, et qui favorise à chaque niveau un échange entre le responsable RH et le contrôleur financier. Donc c'est un travail de maillage de terrain qui parfois donne lieu à certaines difficultés parce qu'il faut que les gens prennent contact, se comprennent, etc., mais qui toujours en fait a été extrêmement fécond. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille dans cet axe-là et on en voit aujourd'hui tous les fruits. D'ailleurs, au niveau du groupe, ce qui se passe tous les mois, c'est que je dois moi-même reporter sur les effectifs et les frais de personnel auprès du comité opérationnel. Et quand je fais ce reporting, je le prépare et je le fais avec la fonction gestion et avec la fonction plan qui assiste également à ces séances. Le troisième point de contact évoqué par Serge, ce sont les indicateurs. Alors, compte tenu des coopérations précédentes, quand notre CEO nous a demandé de créer un groupe de travail sur les indicateurs, c'est assez naturellement que nous nous sommes retrouvés avec la fonction gestion, avec la fonction plan, dans ce groupe de travail, avec également des représentants des régions, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le niveau opérationnel clé chez Renault aujourd'hui. L'objectif poursuivi par ce groupe de travail, c'était de simplifier, on est déjà dans la simplification, comme c'était dit tout à l'heure, donc de simplifier les instruments de reporting et de retenir donc des indicateurs qui soient moins nombreux et mieux partagés dans leur définition. On avait, pour être précis, une trentaine d'indicateurs qui étaient les indicateurs dits groupes. Nous sommes convenus de réduire ce nombre à 17, donc on est passé de 30 à 17, ce qui est quand même une réduction importante. Et dans les 30 indicateurs, il n'y avait pas un seul indicateur ressources humaines. Dans les 17 indicateurs, il y a 2 indicateurs ressources humaines qui ont été retenus, donc qui sont les frais de personnel d'une part et l'engagement des salariés. Donc on retrouve là la première et la troisième priorité. La deuxième priorité qui est sur le développement des talents, pour l'instant on n'a pas d'indicateur dans les indicateurs groupes, mais j'ai confiance que dans la prochaine étape de discussion sur les indicateurs, on saura être influent pour introduire celui-ci dans les indicateurs clés au niveau du groupe. Ce qui m'a beaucoup plu, là aussi, dans ce travail sur les indicateurs, en fait, c'est que tous les acteurs du groupe, et pas seulement la fonction RH, ont insisté pour que les indicateurs ressources humaines soient pris en compte dans les indicateurs clés au niveau du groupe. Je vais passer la parole à Serge pour conclure. Oui, d'un point de vue un peu plus qualitatif,
Un plan est par définition faux. Je dirais, dès qu'on commence à planifier, on est sûr de se tromper sur les objectifs qu'on définit. Le gros acquis, à mes yeux, de la collaboration qu'on a pu avoir avec les équipes ressources humaines, c'est de donner à la fois de la robustesse et de la profondeur au plan que nous proposons. De la robustesse dans le sens où le premier capital de l'entreprise, comme ça a été dit, est le capital humain, et s'assurer que le capital humain est là pour mettre en œuvre les objectifs de l'entreprise est absolument clé. De la robustesse également parce que malheureusement, dans un environnement économique qui est extrêmement instable, nous devons d'identifier les marges de flexibilité que nous pouvons avoir en termes d'allocation des ressources, et c'est un travail que nous avons à faire avec Tristan et avec les équipes ressources humaines de façon régulière. De la profondeur également dans le sens où un plan, ça n'est pas uniquement une collection d'indicateurs financiers, même si souvent ça peut se résumer à ça. Et travailler avec Tristan et avec l'ensemble de la direction des ressources humaines sur justement des indicateurs liés à la gestion des talents, et je rejoins tout à fait Tristan, on y arrivera, il faut qu'on en trouve un qui soit suffisamment simple, à la gestion des talents, à la gestion de la diversité, à la motivation des collaborateurs, c'est également une condition à la fois de richesse du plan et de robustesse de celui-ci. Dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est que même si nous avons, je dirais, des préoccupations qui peuvent être distinctes, nous arrivons maintenant à parler un langage totalement commun et à partager, je dirais, les préoccupations des uns et des autres, ce qui est également essentiel pour assurer une bonne appropriation par l'ensemble des acteurs, y compris de la fonction RH, de ce que nous voulons faire à travers le plan stratégique. Bien, merci. Je passe la parole à Suez Environnement. Merci. Alors, dans les travaux du mouvement, à un moment donné, lorsque s'est posée la question de savoir comment les enjeux sociaux sont-ils pris en compte dans le pilotage stratégique d'une entreprise comme Suez Environnement, nous avons évoqué ce que nous appelons chez Suez Environnement la feuille de route, ou plus exactement la feuille de route développement durable et responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors cette feuille de route, elle est devenue un outil de référence pour chacun. Elle est un outil partagé et elle est donc un repère. Alors c'est vrai que dans un monde qui change, avec des métiers qui évoluent significativement et un contexte social très bouleversé, ça a été longuement évoqué en première partie, il est clair que le pilotage à moyen long terme est essentiel dans le contexte d'une entreprise. Alors, la feuille de route traduit nos engagements pour les 4 années à venir. La nouvelle feuille de route vient de sortir, c'est ce qu'on appelle le petit livre vert, vient de sortir, et dans des domaines d'ordre environnemental, sociétal et social. Cette feuille de route formalise notre projet collectif. C'est le projet au service de nos clients et des populations que nous servons sur les territoires où nous intervenons. Une des 3 priorités de cette feuille de route concerne le développement des talents. C'est l'exemple que j'ai pris. En effet, il nous faut forcément anticiper, de fait, et après tout ce qu'on a dit, il nous faut anticiper sur les mutations, qui sont des mutations fortes dans nos métiers, et donc être très au clair sur les besoins en compétences correspondants. Chacun donc doit être bien préparé à ces changements, devenir acteur de ces changements et également acteur de sa propre évolution professionnelle. Ainsi, parmi les indicateurs retenus dans cet engagement numéro 2 de notre feuille de route, on trouve évidemment la formation, la sécurité, la préparation des jeunes à nos métiers, dans ces métiers qui évoluent, et la capacité de chacun à s'ouvrir à un monde plus large et plus divers. Ce sont des points essentiels de la stratégie de Suez Environnement aujourd'hui.
Ces indicateurs, qui sont donc la manière que nous avons de mesurer notre progrès, sont suivis par le COMEX régulièrement sur tous ces aspects que j'ai cités, la formation, la santé, la sécurité, l'alternance et la mixité. Alors, le processus d'élaboration de cette feuille de route est très complexe, il dure un certain temps, il est à la fois très cadré et très étayé, et puis, mais malgré tout très ouvert, puisque nous invitons régulièrement et plusieurs fois au cours du process toutes nos parties prenantes à venir réagir, donner leur avis, apporter des éclairages différents et donc enrichir notre réflexion. Voilà pour cette feuille de route. Je vais passer la parole à Philippe Maillard, directeur général de la Lyonnaise des Eaux, qui va nous expliquer comment se concrétise cette feuille de route au niveau de votre société. Bien, bonjour. Lyonnaise des Eaux est l'une des BU de Suez Environnement. Elle est forte de 12 000 collaborateurs en France qui chaque jour apportent des idées neuves sur l'eau pour les collectivités, les industriels, pour mieux gérer leurs services d'eau et d'assainissement. Et donc, en tant que BU, on est co-responsable de la feuille de route générale du groupe par déclinaison. Et nous avons voulu, pour la période nouvelle, 2012-2016, aller, je dirais, un cran plus loin, puisque nous avons présenté et signé un accord avec nos organisations syndicales, un accord sur l'emploi et la responsabilité sociale de l'entreprise pour les 4 ans qui viennent. Et même une organisation syndicale qui n'est pas très adepte du stylo pour signer les accords l'a signé, pour accompagner, je dirais, l'entreprise dans nos efforts d'anticipation sur l'emploi et l'employabilité de nos salariés. Je reviendrai dans un deuxième temps sur les KPI, je dirais, plus classiques, mais que nous pilotons sur la responsabilité sociale. Sur la partie gestion prévisionnelle, eh bien, comme toute entreprise, ça a été dit, nous faisons face à des mutations importantes, mutations qui nous sont demandées par nos clients consommateurs, par nos clients collectivités, et ça induit des évolutions de métiers. Par exemple, des métiers de la logistique qui étaient inconnus à la Lyonnaise des Eaux il y a 10 ans et deviennent de plus en plus importants. Des métiers liés à l'informatique industrielle, à l'interruption, à l'intervention des domaines des télécommunications et de l'informatique dans nos métiers deviennent de plus en plus importants. Nous avons aujourd'hui une société dédiée de 100 personnes, quasiment tous plus geeks les uns que les autres, qui développent nos solutions en matière de smart, en matière d'informatique. Ils n'existaient pas dans l'entreprise. Et donc, gérer ces évolutions est extrêmement important. A contrario, on se pose des questions à l'horizon 5 ou 10 ans du métier de releveur de compteurs d'eau, puisque de plus en plus, on évolue vers de la relève automatique. Et donc, cette gestion prévisionnelle, eh bien, nous la gérons avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les organisations syndicales, et nous suivons par des programmes de formation et par des programmes de recrutement adaptés nos adaptations. Et je reviendrai dans un deuxième temps sur la partie KPI. Bien, merci pour cette introduction. Malheureusement, on n'a pas le temps de demander à la salle de poser des questions, donc je vais en poser une. Et je souhaiterais revenir sur ce concept des indicateurs de performance qui sont très importants. Vous avez expliqué en fait toute votre démarche, votre philosophie. On comprend bien entre chacune des sociétés représentées les différences de positionnement et quelque part de stratégie. Certains indicateurs ont été mentionnés, mais est-ce qu'on pourrait un peu creuser cette thématique-là ? Est-ce que chacune des 3 sociétés ici, L'Oréal, Renault et Suez, pourrait nous dire quels sont selon vous les 2 ou 3 indicateurs de performance sociale qui sont absolument clés pour vous ? Quel genre de reporting et quel genre de chiffres est-ce que vous avez? Et en quoi est-ce que ces indicateurs influencent ou n'influencent pas la gestion quotidienne du top management? Je ne sais pas si vous voulez commencer. Alors, je vais commencer. Nous avons donc pris 3 ou 4 indicateurs qui nous paraissent tout de même essentiels. Féminisation, mixité, formation, santé, sécurité et engagement. Alors, évidemment, nous avons fixé des objectifs qui sont des chiffres, donc je vais vous les donner et puis après je vous dirai autre chose parce qu'il n'y a pas que les chiffres. Féminiser un effectif, c'est évidemment grimper en chiffres. Nous sommes actuellement, nos objectifs actuellement sont d'atteindre un taux de féminisation de 22% en France et 20% pour le groupe entier.
donc y compris l'international, où vous vous doutez que les situations culturelles, législatives, etc. sont différentes. Pour l'encadrement, la féminisation de l'encadrement, notre objectif est de 32% en France et on arrive d'assez loin puisqu'il y a encore 4-5 ans, nous étions à 26 et quelques pourcents. Donc on avance et 30% au niveau du groupe dans le monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ces chiffres, bien entendu, ce qui compte, ce sont les messages, les comportements et les politiques que nous déployons autour de ces ambitions. Alors, beaucoup de politiques qui ressemblent sans doute à celles que mènent aussi les autres entreprises, bien sûr au niveau du recrutement, et puis de la gestion des carrières. La gestion des carrières, c'est même quelque chose qui est très important, comment on soutient les carrières des femmes, comment on leur envoie des signaux, comment on les forme en particulier, sans pour autant déséquilibrer l'objectif mixité qui reste très très fort à nos yeux. Évidemment, des politiques de parentalité, dont vous vous doutez qu'elles comportent évidemment des dimensions sur les absences pour maternité, paternité, mais aussi le troisième aspect, c'est l'équité salariale. Et là, bien sûr, nous progressons autant que possible pour arriver à éteindre les différences qui peuvent encore exister. Donc, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la manière dont on soutient ces objectifs et les messages qui sont reçus. Sur la formation, j'évoquais tout à l'heure la nécessité tout de même d'élever les compétences dans un contexte qui évolue significativement et de développer aussi cette ouverture d'esprit, cette capacité à s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres dimensions qu'on découvre en allant travailler dans d'autres pays et même dans d'autres régions. Et nous avons aussi un objectif d'élever de 16 à 18 jours par an et par personne le nombre de journées de formation. Même chose, c'est de la formation bien sûr d'ordre technique, c'est aussi de la formation en développement personnel pour pouvoir atteindre ces objectifs. Sur la santé et sécurité, je vais aller vite parce que je pense que je prends trop de temps, des objectifs en amélioration des taux de fréquence et de gravité dans les deux métiers, qui sont deux métiers qui sont différents, l'eau et les déchets, avec des difficultés particulières à améliorer ceux des déchets, mais on progresse par rapport en tous les cas au secteur d'activité. Nous avons nous pouvons dire que sur cet aspect-là, les résultats des unités sont pris en compte dans l'appréciation de la performance des dirigeants. Donc sur cet aspect santé-sécurité. Puis je finis par l'engagement, qui est devenu pour nous quelque chose de très précieux, de pouvoir aller évaluer tous les 2 ans environ dans chaque BU en France et à l'étranger la manière dont les collaborateurs sont engagés dans l'entreprise, dans leur métier et dans leur avenir. Donc là, il s'agit évidemment de résultats que nous examinons et ensuite chaque société évidemment communique et puis élabore des plans d'action et il convient que ces plans d'action se mettent en place et c'est ça que nous regardons 2 ans après, de voir comment ces plans d'action ont permis et d'améliorer le dialogue et de faire progresser l'entreprise. Quelques compléments sur des thèmes qui n'ont pas été évoqués sur Lyonnaise des Eaux. Sur la partie formation, bien évidemment, le taux de formation, 4% de la masse salariale en formation, c'est relativement classique. Ce que nous regardons de façon particulière, c'est le pourcentage de cette masse salariale consacrée aux nouvelles technologies et aux formations d'aide à la transformation des organisations. Il y a toujours une partie contrainte sur la sécurité, sur l'utilisation des nouveaux logiciels. C'est le pourcentage sur ces nouvelles technologies et efforts de formation qui sont importants. Sur la partie mixité, ça a été dit, Lyonnaise des Eaux, il y a 30% de cadres féminins sur la totalité. On a un fort décalage sur les métiers d'agence, de chef d'agence. Nous sommes à 12%. Donc nous travaillons spécifiquement sur ce taux pour le faire monter au moins au niveau de la moyenne de l'entreprise et plus au-delà. Et ça se traduit concrètement par le fait qu'aujourd'hui, 1 cadre sur 2 recruté par l'entreprise est une femme. Sur le handicap, je dirais on est à 5,47 et là on a pris des engagements sur des nombres de recrutements de personnes handicapées.
Et pour finir, je voudrais dire un mot sur les jeunes, où là aussi nous avons une politique assez ambitieuse en matière de contrat d'alternance. Donc en pourcentage, 4% de nos effectifs, donc 500 contrats d'alternance. Là aussi, nous sommes de plus en plus vigilants sur le taux de transformation. Donc le nombre, c'est bien, mais aussi un taux de transformation, on aimerait bien se situer autour de 30%, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Nos engagements, outre le fait qu'ils s'inscrivent, comme l'a dit Laurence, dans la feuille de route de Suez Environnement, font partie de l'évaluation des membres dirigeants et on les place aussi sous la vigilance, je dirais, d'organismes externes, donc Vigéo et demain l'AFNOR, pour obtenir les certifications qui vont bien en la matière. Voilà très concrètement. Bien, merci. Peut-être rapidement, Renaud, je sais que vous avez déjà touché le sujet. Très bien. Donc j'ai évoqué en fait les 3 indicateurs, donc je vais développer, je vais peut-être vous dire pourquoi on a choisi ces indicateurs. Le premier, c'est sur le thème du pilotage de la ressource, c'est les frais de personnel. Alors pourquoi les frais de personnel? Ça peut paraître un petit peu financier. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est intéressant dans les frais de personnel, c'est dans notre jargon ce qu'on appelle le footprint, c'est-à-dire où est-ce qu'il se situe et en quoi est-ce que cette masse financière et son évolution accompagnent l'évolution, la transformation de l'activité de l'entreprise. En quoi est-ce qu'elle la précède, en quoi au contraire elle la suit et comment on la fait évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les frais de personnel, quand on pilote cette enveloppe, derrière on a la ressource disponible, mais on a aussi les talents, les politiques rémunération, les compétences. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on va avoir tout un tas de paramètres sur lesquels il va falloir travailler aussi, qui sont très importants, mais qu'il faut bien situer, et qui sont contraints quand même par cette enveloppe. Le problème qu'on a avec les frais de personnel, c'est que ça reflète finalement de moins en moins la réalité d'une entreprise. Clara Guémard le disait, le core business tend à fondre comme un glaçon. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la ressource qu'utilise une entreprise comme Renault, aujourd'hui, c'est pas seulement ses salariés, ça va être de plus en plus des entreprises qui sont partenaires, ça va être de plus en plus des entreprises qui sont non consolidées, dont on ne va pas trouver la trace directement dans les comptes. Donc là, on a une question autour de ça, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que les frais de personnel. Le deuxième indicateur, c'est tout ce qui concerne la diversité. Donc là, en fait, on en a 2. Il y en a un sur la diversité, donc c'est le pourcentage de femmes dans les postes clés. Il faut avoir en tête qu'on a 17% aujourd'hui de femmes dans le groupe Renault. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a à peu près 17% de managers. On a entre 16 et 18% de membres du comité exécutif ou du conseil d'administration. On voit qu'on a une proportion qui est aujourd'hui relativement homogène du haut en bas. Alors on veut aller plus loin. Là aussi, le pourquoi est important. On veut aller plus loin parce qu'il faut avoir en tête que 2 ventes de voitures sur 3 sont soit décidées par une femme, soit très fortement influencées par une femme. Donc il faut que nos voitures, nos véhicules, soient, je dirais, fortement inspirés. Et je peux vous raconter une petite anecdote qui m'a bien amusé. Vous voyez le Captur qu'on vient de sortir. Le textile des housses de véhicules de Captur est un textile qui était choisi parce qu'il ne file pas les bas. Ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez que des hommes dans l'équipe qui conçoit le Captur, ça, vous risquez de passer à côté. Et donc, dans le Captur, il y avait en fait des femmes qui étaient très présentes dans l'équipe. Alors, on ne va pas vendre le Captur que pour ça, mais c'est des arguments quand même intéressants. Le deuxième point de diversité, c'est les profils internationaux. Et là, on retrouve le même point de dimension géographique, de footprint, c'est-à-dire que Renault, aujourd'hui, il faut avoir en tête que la plupart des salariés de Renault ne sont pas en Europe. Et il faut bien sûr que les managers de Renault de demain appartiennent à ces régions où Renault est présent aujourd'hui. Donc la décision qui a été prise à une date assez récente, c'est de laisser les régions promouvoir elles-mêmes et déterminer les potentiels, choisir leurs potentiels. Paradoxalement, c'est quelque chose d'assez récent. C'est une décision qui a un peu plus d'1 an. Donc jusqu'à une date récente, tout se décidait à Boulogne-Billancourt. Alors que là, on libère ce management des talents. Et aujourd'hui, on a 26% de cadres qui ont un profil international parmi les postes clés. Et le troisième indicateur, c'est l'engagement des salariés. Donc le pourquoi, là, il est relativement évident. Ce qui est intéressant dans l'engagement des salariés, là aussi, c'est l'analyse géographique. Parce que le résultat moyen est intéressant, parce qu'on se dit on veut avoir des gens fortement engagés chez Renault. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les différences entre les pays. Et là, c'est un bon indicateur avancé à la fois de climat social et de qualité du management.
je me faisais la réflexion avec l'équipe qui s'occupe de ça, que dans les 2 dernières enquêtes qu'on avait eues, certains pays qui étaient en retrait par rapport aux autres sont des pays où justement on a eu des difficultés en termes de climat social récemment. Et donc, je vais analyser l'enquête qu'on va faire cette année et regarder ces résultats comme un indicateur avancé du climat social qu'on peut avoir dans les opérations. Voilà donc les 3 indicateurs. Très bien, merci beaucoup. Peut-être L'Oréal pour conclure. Peut-être, je reprendrai ce que disait Clara Guémard, c'est que les indicateurs, il faut en avoir, mais effectivement, il ne faut pas en avoir de trop, parce que sinon, d'abord, on a du mal à les suivre. Ils sont forcément au service de la stratégie de l'entreprise. Donc, chez L'Oréal, moi, j'en retiendrai peut-être dans la batterie des indicateurs qui existent, peut-être un qui est important, qui est au service de notre stratégie pour conquérir notre nouveau milliard de consommateurs. Le prochain, c'est sans doute celui qui est lié à l'internationalisation du management, donc la partie de la diversité sur l'origine nationale et certainement l'origine aussi académique, qui est un indicateur important qui permet sans doute à l'entreprise d'être plus riche. Le deuxième, je pense qu'il y a un indicateur dont beaucoup d'entreprises comme les nôtres se dotent, c'est celui qui est lié aux enquêtes d'opinion, alors qui lui révèle un certain nombre, je dirais, de sous-indicateurs, mais qui permettent quand même de bien mesurer la performance sociale et son évolution sur des périodes récurrentes, de la manière dont le corps social évolue par rapport à l'ambition de l'entreprise. Et puis sans doute peut-être un troisième, c'est celui qui sera lié au projet que l'on veut lancer, qui concerne à mettre un socle commun dans les 4 domaines que je vous ai indiqués. Donc clairement, ce qu'on voudra, c'est que on se donnait un objectif à peu près de 3 ans, d'ici 2015-2016. Si on regarde par exemple, je vous ai cité tout à l'heure l'indicateur sur la prévoyance, on va certainement s'attacher à mesurer au bout de 3 ans si tous les pays offrent à tous les collaborateurs un capital garanti de 24 mois. Je vous parlais de la parentalité. Comme indicateur, on va demander à l'ensemble des pays du groupe L'Oréal de fournir à toutes les collaboratrices une indemnisation d'au moins 14 jours de salaire garanti en cas de maternité. Et je peux vous dire comme indicateur à mettre en place, ce n'est pas si évident que ça, car vous imaginez que dans tous les pays où le groupe est présent, il y a des tas de pays où il n'existe aujourd'hui absolument, je dirais, aucun système de protection sociale mis en place par les États, et que donc c'est l'entreprise qui prendra ça en charge. Donc voilà le type de... Pardon, j'ai dit 14 semaines. J'ai dit jour, 14 semaines. Heureusement que tu es là. Personne ne réagissait, heureusement que tu es là. Merci. Ah oui. François, t'as dit stop. 14 semaines. Bien, voilà. Écoutez, merci beaucoup. On est un petit peu pressé par le temps, là, donc malheureusement, je n'ai pas le temps de poser une question complémentaire. Je remercie les intervenants pour leur présentation qui éclaire à bien des égards leur stratégie sociale et de reporting. Je vais vous donner quelques points de conclusion ou de pistes que j'ai retenus. Au sujet des instruments de mesure de la performance sociale, il me semble important d'avoir un élément de stabilité. Stabilité, ça veut dire que les indicateurs répertoriés doivent être plutôt au niveau du groupe qu'à une seule partie du groupe et qu'ils doivent être aussi stables dans le temps. Seule une comparaison, une évolution historique permet vraiment la pertinence de l'analyse. Le deuxième point sur la stratégie, il faut des objectifs précis et il faut pouvoir faire du benchmarking. Les objectifs précis vous montrent où l'on va, mais le benchmarking vous permet aussi de voir si vous êtes en position d'avantage ou de désavantage compétitif. Car ce dont nous parlons ici est quand même un jeu relatif par rapport à la concurrence. Et le troisième point, c'est au niveau des priorités. Il est important de voir tous ces indicateurs sociaux, qui impactent-ils réellement? Est-ce qu'ils impactent une minorité de managers, à la limite que le DRH, ou est-ce que c'est un plus grand nombre de top managers? Et comment est-ce qu'ils sont impactés? Est-ce que notamment leur rémunération variable est touchée ou non? Ça, c'est important parce qu'en général, la façon dont vous touchez les gens reflète la façon dont vous voulez que les comportements se déroulent. En bref, et pour nous, j'espère que nous serons tous d'accord, la mesure est importante parce que la mesure, c'est ce qui permet la bonne gestion. La bonne gestion, c'est ce qui permet la bonne évaluation. Et la bonne évaluation, c'est ce qui permet la bonne rémunération. Voilà, j'en reste là. Je remercie encore les orateurs. Je vous remercie et je vous rends l'antenne pour la prochaine session. Merci.